Trois experts sont avec nous, ils sont sérieux, ils ont mis la cravate pour cette rentrée. On est ravis d'accueillir Florent Vabon. Bonjour Florent. Bonjour Fabrice. Économiste chez Ecofi, bienvenue à vous. À vos côtés Jean-Jacques Friedman. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Fabrice. Directeur des gestions déléguées chez Vega IS, comme Investment Solutions. Ah, exactement. Bienvenue. Et enfin Thierry Leclerc. Bonsoir Thierry. Bonsoir Fabrice. Président d'AlphaJet Fair Investors. AlphaJet, ça fait très... voilà. Vous n'êtes pas un vendeur d'avion, on est d'accord. Non, c'est bien l'alpha, le terme alpha qui est recherché sur les marchés, c'était plutôt ça souvent le cherché, parfois oui. Trouvé. Voilà. Et on va voir justement comment faire de l'alpha ce soir. On va commencer d'abord avec la macroéconomie, avec vous Florent, avec une séquence, une séquence de rentrée chargée, en tout cas en ce qui concerne la France. Jusqu'ici, c'est peut-être le fait qu'il n'y avait pas beaucoup encore d'investisseurs sur les marchés, mais on voit qu'il y a un vrai effet sur les taux, une inquiétude, peut-être même une défiance quand on voit que le spread sur les taux est en train d'augmenter. Comment vous regardez cette situation ? Alors je nuancerai quelque peu le côté alarmiste, entre guillemets, du mouvement de ce matin. Je pense que la situation impose trois grilles de lecture. La première, elle est politique, et on en parlait juste avant de rentrer sur le plateau. C'est évidemment pas ici qu'on va traiter la question, de savoir si François Bayrou va être remplacé, et si oui, par qui. Et ce qui nous importe le plus, c'est évidemment ce qui se passe sur les marchés financiers. Et donc ce matin, effectivement, on a assisté à une remontée des taux d'intérêt, mais qui s'est effectuée, Pauline l'a rappelé, partout en Europe, y compris en Allemagne. Ce qui veut dire que l'écart de taux entre la France et l'Allemagne n'a pas forcément énormément augmenté. Il a légèrement augmenté au moment où François Bayrou a fait son annonce en disant qu'il allait demander le vote de confiance. La semaine dernière. Voilà, se soumettre à ce vote, mais pas dans des proportions que l'on a connues, par exemple, au moment de la dissolution ou au moment de la chute du gouvernement Barnier. Ce qu'il faut se dire, c'est que les marchés, d'une certaine manière, c'est un peu une machine froide. Et de ce point de vue-là, à partir du moment où il y a déjà des précédents, on réagit toujours un peu moins fortement quand c'est quelque chose qu'on connaît déjà. Elle met un prix, finalement, la machine finance, sur ce risque France. Alors, est-ce qu'il augmente réellement ? Je pense qu'on est tous d'accord autour de la table pour dire que la trajectoire des finances publiques, en tout cas telle qu'elle est perçue par les marchés financiers, exige un rendement supplémentaire. C'est-à-dire que quand on prête à la France, on demande une prime par rapport à l'Allemagne. C'est ce qui s'exprime sur cet écart de taux. Il augmente. Et je rajouterais même que finalement, c'est un mouvement global. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, parce que vous n'avez pas parlé des taux anglais, par exemple, les taux anglais ont aussi fortement remonté ce matin, pour des raisons à peu près similaires. La situation budgétaire se dégrade au Royaume-Uni, et donc les investisseurs exigent un rendement supplémentaire. C'est la même chose en France. Donc globalement, les investisseurs jugent que l'environnement se dégrade peut-être, ou ça va coûter plus cher en tout cas de prêter. En fait, la grande question qu'il faut se poser, c'est est-ce que, sachant que la dette française est détenue à environ 55% par des investisseurs étrangers, est-ce que ces investisseurs étrangers vont arrêter de nous prêter ? Donc on pense par exemple aux fonds de pension, aux assureurs japonais ou aux fonds de pension en zone euro, etc. A priori, ils ont assez peu de raisons d'arrêter d'investir en France, si ce n'est qu'ils vont demander un rendement plus cher. Et donc de ce point de vue-là, ça va augmenter le coût de la dette pour la France. Et donc la troisième grille de lecture, elle est économique. Et là, je suis un tout petit peu plus inquiet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a atteint des niveaux on a dépassé les records que l'on a vus ces 3 dernières années depuis le moment où la BCE a commencé à augmenter ses taux et où ensuite elle a voulu les baisser. Donc aujourd'hui, on est sur un plus haut sur le taux à 10 ans français, si on ne prend que celui-ci. Et donc forcément, pour un marché pour des acteurs que vous connaissez bien, que vous avez l'habitude de côtoyer, le marché de l'immobilier, typiquement jusqu'à présent, on voyait que les taux de prêt immobilier pratiqués par les banques étaient en train de diminuer, tout doucement, très peu, mais quand même. Aujourd'hui, le risque, c'est que le coût du crédit pour l'économie française augmente. Et quand on sait qu'aujourd'hui, l'économie française, les Français ont un des taux d'épargne les plus élevés d'Europe, on peut se dire que ça ne va pas arranger les choses d'un point de vue économique. Et c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Non. Si vous ne créez pas de croissance, vous ne pouvez pas avoir des recettes supplémentaires et améliorer la trajectoire du déficit, mais les taux augmentent. Donc c'est très clair. Et pour expliquer, je pense que ceux qui nous regardent le savent évidemment, mais c'est vrai qu'on pourrait se dire avec une BCE qui continue à baisser ses taux, ça devrait baisser. Alors là, comme il y a des tensions sur notre pays, évidemment, ça risque de coûter plus cher au niveau des crédits. Jean-Jacques Friedman, vous êtes d'accord avec le constat fait par Florent sur cette montée du risque, le fait que peut-être demain, les investisseurs vont moins nous faire confiance ou demander une prime supplémentaire ? La prime, elle a commencé dès, finalement, il y a 1 an, au moment de la dissolution de l'Assemblée. Et là, c'est passé à 80. Et à ce moment-là, comme justement c'était la première fois où il y avait la nouvelle, nous, on disait que le risque est asymétrique, il pouvait y avoir un emballement
et qu'on aille au-delà de 80. Et ça s'est pas passé à ce moment-là. Donc il y a une forme d'accoutumance, c'est vrai, il y a quand même une exigence plus forte parce que on voit bien que le 30 ans, la courbe se quantifie, c'est-à-dire qu'on est inquiet pour la suite. Donc là, la prime, elle est double à ce niveau-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de flux, la première fois qu'on a touché ces niveaux, il y a vraiment eu une demande forte sur les emprunts français, c'est-à-dire que le niveau de 3,5 a déclenché de la part des non-résidents une vraie demande. Donc ça, c'est assez intéressant. Ce qui inquiéterait le marché, alors on voit bien qu'on n'arrive pas à résoudre notre problème de déficit, mais on n'est quand même pas dans un gouvernement qui aurait une politique en se disant on va pratiquer une politique de relance, par exemple. Et c'est ça qui, à un moment donné, s'il y avait un enchaînement, une dissolution, et là, un nouvel gouvernement, un peu comme le moment Liz-Truss qui est souvent cité, si là on était à ce stade-là, à un moment donné, le marché s'inquiéterait et vraiment pourrait se dégrader. Là, il est revenu un peu à la case départ et il a déjà pricé une note, notamment de Fitch bientôt, plus faible que ce qu'il y a à l'heure actuelle. C'est-à-dire que la note actuelle des agences de notation, c'était lié à la capacité de l'État français de lever des impôts, et ça, hélas, on l'a toujours, et c'était lié à la stabilité politique. La stabilité politique, ça a vraiment disparu. Donc, finalement, il y avait déjà une dégradation de la note qui anticipe presque une dégradation possible des agences de notation. Donc, si la dégradation des agences de notation, ça se fait, on ne peut pas revenir à la case départ, donc ça peut encore un peu remuer, mais sur le papier, il n'y a pas, c'est plutôt un long engluement que je pense un effet de défiance particulier avec une attaque qu'il va y avoir. On voit qu'on n'arrive pas à résoudre le problème, mais on n'en rajoute pas. Et c'est cet élément-là qui, politiquement, pourrait vraiment provoquer la volatilité du marché. Si alors vraiment il y avait un gouvernement... Si on va plus loin, une politique du pire, alors là, on pourrait avoir des taux encore plus élevés. Oui, le spread de 80, bien sûr. Ouais. Bien sûr, là, on casse. Et voilà, s'il y avait vraiment cet élément-là, c'est l'élément qui accélérerait. Il faut différentes étapes. Pour l'instant, le marché n'y croit pas, mais ce n'est pas un scénario impossible par la suite, bien sûr. Thierry Leclerc, justement, sur ces sujets, alors plus peut-être moins sur la macro, mais sur cette séquence assez inédite, on l'a dit pas si inédite que ça, puisque il y a exactement un an, on était dans la même situation. On se souvient de ce long été, marqué par les Jeux Olympiques, heureusement, mais surtout par la recherche d'un Premier ministre, finalement. Avec tout un tas de noms qui étaient sortis, puis finalement, Michel Barnier au final qui a pas tenu longtemps. On en est aujourd'hui avec ce risque politique. On a l'impression que on sort pas de cette situation et que ça inquiète en tout cas les acteurs économiques, même les sociétés. Il faut dire que ça a des impacts très réels sur les sociétés, sur la vie des entreprises qui attendent des décrets, qui attendent une stabilité et des mesures et surtout un budget. Oui, le terme clé que vous avez mentionné, c'est stabilité, évidemment, pour tout le monde, pour tous les agents économiques, on a besoin de stabilité. Après, on voit quand même qu'il y a une certaine rationalité. On a parlé tout à l'heure du taux d'épargne qui augmentait. Taux d'épargne qui augmente, la lecture, ça peut être aussi qu'on s'attend à une augmentation des impôts. Donc voilà. Donc tous les acteurs sont rationnels et savent quand même s'adapter rapidement, et notamment les sociétés, puisque c'était votre question, et qui sont... C'est jamais évident de tirer des comparaisons entre les sociétés et les États, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les sociétés sont agiles, pragmatiques, savent s'adapter, et puis pour la plupart quand même sont pas forcément que sur la France. En tout cas, les sociétés cotées, même sur le CAC, etc. Une très grosse partie de leur chiffre d'affaires est fait hors France. Donc, elles arrivent quand même à trouver des bouffées d'oxygène ailleurs. Mais c'est vrai que c'est toujours un élément inquiétant. Et la stabilité là, dont on parlait, on ne l'a pas actuellement. Et ça manque. Ça manque aux agences de notation. Ça manque aux sociétés. Parce que, elles aussi, elles ont quand même compris qu'elles allaient certainement devoir passer par la case impôt à un moment. En tout cas, que les impôts qui avaient été mis en place, qui étaient censés être transitoires, ils vont certainement rester plus longtemps. Les ménages s'adaptent, donc tout le monde s'adapte. Les ménages s'adaptent en faisant des économies. On va arriver à un taux pratiquement d'épargne à la chinoise à 30%, on est déjà pratiquement à 20%, on est à 19%. Ouais. Les entreprises, ça passe souvent par justement faire des économies, c'est aussi pas recruter. C'est peut-être décaler des commandes, c'est-à-dire vivre sur son stock. Ça veut dire que la machine économique, elle se grippe finalement pour quelques mois supplémentaires. Alors, c'est vrai qu'il faut... Le moment clé, c'est toujours les annonces de résultats et les conférences calls qui sont organisées avec les sociétés sur lesquelles on a quand même beaucoup d'échanges. Oui. Donc là, c'est vrai que la séquence très récente, on n'a pas encore vraiment de retour de leur part, puisque ça date de fin août. Donc la période des résultats, c'était plutôt fin juillet, début août. Donc on n'a pas vraiment eu d'échange encore très, très clair avec elles.
sur ce qu'elles allaient mettre en place par rapport à ça. Mais oui, de toute manière, les recettes, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas beaucoup de mystère sur ce qui peut être. Quand on manque de visibilité, on va pas avoir forcément tendance à investir, à recruter. Et voilà. On affale un peu les voiles, on attend que ça passe. On a eu, alors vous aurez vos rencontres d'analystes évidemment avec les patrons. On a vu quelques patrons, Smart Bourse et Bismart étaient au rassemblement des entreprises de France, tout à fait. L'université du MEDEF. Et là déjà on est aperçu avec quand même des chefs d'entreprise relativement inquiets qui se disent on n'a pas besoin de ça. On commençait à peine finalement à sortir un peu la tête hors de l'eau avec cette longue séquence qu'on a eue l'an dernier qui a pénalisé le business. On voit même que l'emploi était en partie, on a eu les chiffres, et là, de nouveau, coup d'arrêt. En fait, ce qui avait été dit il y a un an par Emmanuel Macron, c'est il avait une volonté de clarifier la situation. Bon, forcément, ouais. Et c'est les termes exacts qui ont été employés par François Bayrou en parlant de clarification avec un vote de confiance le 8 septembre. Bon, on peut se douter que ça va produire à peu près les mêmes résultats, c'est-à-dire plutôt une défiance qu'un soutien. Et donc tout ça pour dire que dans cet environnement-là, effectivement, ça fait un an donc on pouvait le prendre ponctuellement les boîtes en se disant bon, ok, on va s'adapter, mais là on est en train de se rendre compte que ça dure. Et que à chaque fois c'est à peu près les mêmes choses, les mêmes éléments. On a besoin de clarifier, mais bon, le problème c'est que l'Assemblée elle est telle qu'elle est et que à moins qu'il y ait une dissolution, on est parti pour encore presque un an et demi comme ça. Donc il n'y aura pas de clarification. Donc voilà, c'est vrai que c'est un nouveau coup de massue. On pouvait d'ailleurs les marchés français, les indices, on voit bien, ils ont repris un petit peu de leur retard en début d'année en se disant que finalement, peut-être on allait pouvoir avoir un peu cette fameuse clarification, que François Bayrou, peut-être allait arriver à tenir un peu plus longtemps que juste une année. Et puis là, patatras, donc ça retombe. Donc là, on commence à vraiment être dans un cycle plus long. On change un petit peu de philosophie. C'est ce que vous ont dit effectivement les entrepreneurs. Et c'est vrai que les petites boîtes là-dessus, elles sont, elles, c'est vraiment leur écosystème franco-français et elles marquent encore plus le coup que les grands groupes cotés. Sans bouffer d'oxygène à l'étranger, finalement, pour des réservoirs de croissance, quand on est local, c'est compliqué. Florent, réaction sur ce qui vient d'être dit. Bon, la séquence, elle est claire. On a l'impression quand même qu'on a une chronique d'une démission ou d'un annoncé et que ça va créer de nouveau des turbulences. Le marché l'a sanctionné la semaine dernière. On a une baisse de 3,5% en une semaine. Ça continue à baisser un petit peu. Et c'est vrai qu'on a perdu toute l'avance, finalement, le capital confiance qu'on avait emmagasiné. Souvenez-vous, en début d'année, on était même devant les US. On parlait de rattrapage, on parlait de la revanche de l'Europe. Finalement, sur les marchés d'actions, sur les marchés d'actions. Oui, alors après, il faut toujours regarder aussi dans quelle devise on investit. Pour un investisseur en euros, la surperformance des actions européennes, elle demeure par rapport aux États-Unis. Parce que le billet vert a flambé. A baissé considérablement. Mais bon, on peut couvrir, on peut faire des choses. Non, moi, ce que je retiens aussi de ce que j'ai dit et ce qui a été rajouté par Jean-Jacques, c'est que d'une certaine manière, il y a une forme de stabilité dans l'instabilité. Et c'est la raison pour laquelle les marchés n'évaluent pas encore le scénario extrême. Et une accoutumance finalement, une résilience des marchés. Après, l'autre sujet, c'est qu'il ne faut jamais, dans ces cas de figure, raisonner toutes choses égales par ailleurs. Ce qui se passe aussi dans le monde a une influence sur ce qui se passe en France, sur les taux français, sur les taux européens. Partout dans le monde, vous avez ce qu'on appelle, on vient d'en parler, ce qu'on appelle la prime de terme. C'est ce surcroît de rendement qui est exigé par les investisseurs pour investir à long terme. Parce qu'à long terme, il peut se passer beaucoup de choses. De l'incertitude sur l'inflation, de l'incertitude sur les finances publiques, de l'incertitude sur les émissions de dette, tout un tas de choses. Et la prime de terme a augmenté partout dans le monde, aux États-Unis, au Royaume-Uni. Alors, elle a augmenté aussi par rapport au fait qu'ils ont un peu plus d'inflation, etc. Mais ça a augmenté partout dans le monde. La France n'y échappe pas. Florent, j'ai l'impression que vous dites, quand on se regarde, on se désole, quand on se compare, on se console. Mais non, mais c'est important. C'est important. Partout. En Allemagne, c'est pas mieux. En Angleterre, vous le signalez, c'est pas beaucoup mieux. Les États-Unis, ils sont extrêmement endettés, mais ils ont la croissance. Finalement, on a à peu près les mêmes peut-être pas pour longtemps, mais on y reviendra peut-être après sur les États-Unis. Mais sur la France, effectivement, le sujet que l'on a, c'est que quand on regarde les enquêtes d'opinion en Allemagne du sentiment des entreprises, ça repart. Parce que le plan en Allemagne a été annoncé sur l'infrastructure, la défense, etc. Mais vous avez l'Italie qui crée quand même un peu de croissance, qui a un solde primaire positif. Et effectivement, la France, forcément, on a les droits de douane, on a la politique domestique intérieure.
Les entreprises françaises, quand elles répondent au questionnaire de l'INSEE, elles se montrent assez pessimistes et on peut les comprendre. Ouais. Et c'est pareil pour les consommateurs. La confiance du consommateur est aussi assez basse en France. D'accord. Donc il y a des phénomènes mondiaux qui se rajoutent à des phénomènes locaux. Ouais, en tout cas, c'est vrai que on avait il y a encore quelques années des taux extrêmement bas, voire négatifs. On a fermé cette parenthèse, cette anomalie peut-être pour de bon. Pourtant, on voit que en contrepartie, l'inflation a baissé. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. En tout cas, on est sur notre cible finalement des 2%. On est juste au-dessus, Jean-Jacques Friedman. Oui, ce qui laisse penser que, alors que tout le monde s'attend à ce que ça soit fini au niveau de la BCE, vu le discours, ce qui peut être un élément négatif sur la croissance, que ça peut redémarrer, qu'il peut y avoir de nouveau l'anticipation d'une reprise des baisses des taux. C'est pas du tout impossible. C'est-à-dire que là, par rapport au discours de Christine Lagarde, le marché a clôturé finalement cette séquence, alors qu'elle peut très bien reprendre justement par rapport à tout ce qu'on dit sur l'atonie finalement de beaucoup de marchés européens. Donc c'est un élément qui, à un moment donné, peut redonner un petit peu peut-être de peps au marché. Du côté des États-Unis, cette fois, alors on a toujours des Trumptitudes, on va dire, avec un Donald Trump qui casse le thermomètre quand ça lui plaît pas. On a vu limoger effectivement le directeur du bureau des études statistiques. Et puis là, il y a des stats de nouveau qui vont sortir. Ça sera vendredi. Est-ce qu'il pourrait de nouveau, comme ça, si ça lui plaît pas, rechanger, ce qui n'a pas finalement grand intérêt? Il pourra toujours dire que c'est du fait de la précédente personne qui était à la tête du BLS. Il aime bien charger les gens qui sont partis. Voilà. Moi, je suis assez inquiet de cette situation. Oui. Parce que licencier la directrice de la statistique publique en sous-entendant que les chiffres sont truqués, pour la première puissance mondiale, ça me semble être quelque chose d'assez grave et ça me semble être un tournant majeur. Encore une fois, si on se place du côté, si on met de côté l'émotionnel politique ou du citoyen, etc. Si on regarde d'un point de vue des marchés financiers, ce que l'on constate, c'est que les marchés financiers, notamment les marchés de taux aux États-Unis, sont de plus en plus sensibles. En tout cas, la perception qu'ils ont des statistiques sont de plus en plus sensibles au marché de l'emploi, aux statistiques qui paraissent sur le marché de l'emploi. Si d'un coup d'un seul, ils perdent encore en fiabilité, parce qu'on a des doutes sur le fait que la personne qu'il a mis à la tête du BLS puisse soit interrompre la statistique, comme c'est ce qu'il avait évoqué d'ailleurs quand il a annoncé sa prise de position. Il a dit, donc la personne qui a été remplacée, qui est un proche du président, a dit il est possible que si ça ne fonctionne pas, on arrête de publier les statistiques de l'emploi. Ça me semble être un problème, d'autant plus que ça s'agglomère avec les attaques et les interférences qu'il y a avec la Fed. Et donc ça veut dire que l'indépendance des institutions américaines est remise en question. L'indépendance de la Fed est aussi remise en question. Dans un contexte où il y a une défiance vis-à-vis de la politique de Donald Trump et où on parle de baisse du dollar, etc., je pense que c'est des choses à envisager. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles le taux à 10 ans américain n'a pas beaucoup diminué. Ouais. Les investisseurs, encore une fois, exigent d'avoir un rendement pour toute cette incertitude. C'est vrai que dans cette première séquence à Donald Trump, parce que ça fait que finalement quelques mois qu'il est là, on a l'impression qu'il est déjà depuis des années, même si on l'a subi lors d'un premier mandat, on a l'impression d'un Donald Trump vraiment omnipotent qui pouvait décider Urbi et Orbi. Et là, on voit quand même qu'il y a des forces de rappel, notamment la Cour fédérale, qui a déclaré illégale la plupart des taxes imposées par Donald Trump. Qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que ça a des chances d'aboutir? On pourrait remettre en question les tarifs, ça paraît en tout cas, ce qui est gênant pour rebondir, c'est que ça me fait penser un peu à la Chine, où à un moment donné, ils avaient cassé les statistiques justement sur les jeunes, le chômage des jeunes. Ouais. Donc ça, c'est grave. Et surtout, de parler comme ça ne fait pas du bien. Il n'aide pas. C'est-à-dire que la Fed, par exemple, si à un moment donné, elle doit baisser ses taux, il y aura toujours une suspicion de pression, alors qu'il y a nécessité sans doute de baisser les taux, et les taux ne sont pas au niveau, finalement, où ils devraient être. Et en plus, d'être tellement extrême, ça empêche de poser vraiment un débat, je dirais, tempéré sur le fait qu'il y a des erreurs qui ont quand même été commises par la Fed. Donc finalement, d'arriver comme ça et tout de suite de critiquer, parce que non plus, il ne faut pas qu'il soit omniscient et qu'il soit dans un colloque fermé, etc. On peut quand même débattre de ça, mais d'arriver aussi fortement, ça n'a que des conditions et des effets négatifs, quoi. Donc c'est le point. C'est vrai qu'on est habitué aujourd'hui à un roman feuilleton dans tous les aspects qui est absolument extraordinaire. Et là aussi, il y a une forme d'accoutumance aussi finalement, parce que
se fier à quoi C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être dans un univers de post-vérité dès qu'on touche à quelque chose. Donc sur ce point-là, ça me semblerait quand même assez curieux, mais ça dénote quand même que dans l'équation politique, pour au moins de nouvelles baisses d'impôts ou consolider les baisses d'impôts précédentes, les 300 milliards, on va dire, qui étaient nés de ces taxations étaient absolument nécessaires pour rentrer finalement dans la gestion de l'équilibre budgétaire. Voilà. Après, vous l'avez dit au démarrage, aux États-Unis, il y a vraiment une croissance, donc j'ai l'impression que à choisir, la situation serait peut-être plus grave en France où il n'y a vraiment pas de croissance qu'aux États-Unis, où là, pour l'instant, le marché, mis à part l'aspect change qui peut avoir des conséquences, c'est-à-dire que si vraiment des investisseurs anticipent une baisse du dollar, ils pourraient reporter leurs achats de bonds, d'autant plus que dans les autres pays, Japon en tête, il y a eu finalement cette montée aussi des taux. Et donc tout le mouvement qui était avant un mouvement de carry trade, on pouvait emprunter sur du yen à zéro, anticiper une montée du dollar et donc acheter des bonds en se disant en plus on va gagner et sur le change et sur un taux de portage intéressant, aujourd'hui est fini. Cette stratégie est terminée. Donc il y a une épée de Damoclès supplémentaire qui n'existait pas auparavant, sur les bonds aussi. Mais en termes de situation économique pure, puis il y a une énorme différence. Nous, en France, on a actionné tous les recettes fiscales, etc. Je pense qu'aux États-Unis, d'ici quelques temps, ça ne sera pas Trump qui le fera, mais il y a une possibilité de monter des impôts qui n'existe pas en France. Le diagnostic est totalement différent entre France et États-Unis de ce côté-là. Oui, tout à fait. Ouais. Thierry Leclerc, justement, on le disait tout à l'heure, c'est vrai qu'on est dans un monde globalisé, imbriqué, donc les décisions des uns, notamment de ce qui se passe aux États-Unis, première puissance mondiale, ça compte. Comment vous voyez justement cet effet, alors au-delà de l'effet train, parce que qui crée beaucoup de volatilité, beaucoup d'incertitudes là aussi. C'est vrai qu'on a l'impression que les marchés là aussi se sont dit bon, c'est le new normal finalement. Il faut s'habituer à ces turbulences. Ouais, comme toujours, les marchés sont quand même bien clairvoyants, puisque en fait, il y avait eu des modèles qui avaient tourné avant au moment de la mise en place des tarifs, des premières salves, donc début avril aux États-Unis par Trump. On voyait qu'il y avait à peu près un impact de 4% sur les résultats opérationnels au global des sociétés européennes. Et là, quand on regarde quelques mois plus tard, donc 5 mois plus tard, on se rend compte que les résultats opérationnels ont été coupés de 4,4%. Donc on est en ligne. On est en ligne. Et si on prend en compte, c'est hors le secteur des matériaux et de l'énergie. Et si on prend ces deux secteurs-là, on est à 6%, puisque ils sont plus impactés que les autres secteurs. Donc tout ça pour dire que finalement, c'est vrai que ça semble illisible ce qui se passe avec des rebondissements quasi quotidiens, mais finalement, quand il s'agit de la sphère financière et comptable, on arrive quand même à savoir quel est l'impact sur les sociétés et à bien le modéliser et à bien le suivre. Donc après, ça a quand même un impact. Donc la modélisation, elle tenait compte finalement qu'on arrive à un point d'équilibre entre 10 et 15% de taxation, on arrive sur 15%. Oui, c'est ça, exactement. Pardon, j'ai oublié de préciser tout à l'heure, les 4%, c'était pour 15% de tarification. Donc voilà, on y est. Là maintenant, si effectivement la Cour fédérale et où la Cour suprême s'y met, ça va redonner de l'instabilité là-dedans. Ça sera plutôt quand même positif, a priori, si ça devait être mis en cause, les tarifs. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le marché se cale quand même sur ce qui est mis en place, même s'il semble qu'il y ait une volatilité très importante au quotidien. D'accord, on va faire un tour de côté de la micro dans un instant. Juste une dernière question, messieurs, pour la Fed, avec une équation délicate. Là, on est sur une baisse annoncée, a priori, le 17 septembre. Et pourtant, quand on voit ce qui s'est passé, c'est-à-dire des taux qui repartent à la hausse, une inflation induite justement par ces tarifs, est-ce que la Fed n'est pas dans un corner un petit peu bloqué, plus la pression en plus de la Maison-Blanche ? Si, mais le souci, c'est qu'on tarde à percevoir les effets des droits de douane sur l'inflation, bien qu'on commence à les identifier. On voit qu'il y a une transmission des droits de douane dans les catégories concernées, dans l'inflation. Néanmoins, les entreprises ont commencé à faire des stocks avant la mise en place des droits de douane. Il y a eu des négociations avec les fournisseurs, etc. Donc on n'en a pas encore la certitude, si je puis dire, que l'inflation va d'une part survenir, en plus de celle qui a déjà eu lieu, et que surtout elle va durer. Donc la Fed a choisi son camp. Elle s'est dit qu'il ne fallait plus attendre de voir ces effets arriver
Et elle a choisi son camp parce qu'elle a laissé sous-entendre que cette hausse de l'inflation serait transitoire. Et la raison pour laquelle Jérôme Powell a indiqué qu'il ouvrait d'une certaine manière, il l'a sous-entendu, qu'il ouvrait la porte à des baisses de taux, c'est parce que le marché de l'emploi se détériore. Et donc il regarde finalement moins l'inflation que l'emploi. Plutôt l'emploi que l'inflation. Et je reviens sur ce qui a été dit, c'est à partir du moment où il y a un doute sur les intentions de Jérôme Powell et ce qu'il influence. Est-ce que c'est parce que Donald Trump exerce une pression sur lui via, par exemple, des membres de la Fed qu'il a décidé d'envisager la possibilité de baisser les taux, ou est-ce que c'est parce qu'il est guidé par les données économiques? À partir du moment où vous avez une suspicion qu'il y a un exercice d'une pression politique, des interférences, pardon, effectivement, c'était le mot que je cherchais, c'est problématique. Ouais. Alors, à court terme, à mon sens, nous, on avait déjà envisagé le fait qu'ils allaient baisser les taux cette année parce que vous voyez le marché de l'emploi se détériorer. Et ça va continuer, selon vous? Eh bien, c'est justement là où on s'inscrit en différenciation par rapport au marché. Les marchés anticipent un enchaînement de baisse de taux. Vous avez même à horizon janvier 2027, alors je n'ai pas regardé tout à l'heure, mais je pense que c'est encore à peu près au même niveau, des taux directeurs prévus en dessous de 3%, contre 4,5% aujourd'hui. Donc ça fait quand même beaucoup de baisse de taux pour une situation où il y a beaucoup d'incertitudes quand même sur l'inflation. Moi, je continue de penser qu'elle va augmenter encore dans les mois qui viennent, parce qu'on n'a pas encore vu tous les effets des droits de douane sur les produits concernés. Je serais assez d'avis de dire que cela ne va pas durer, mais on n'en sait rien. C'est très incertain. Et donc, la Fed ne peut pas se permettre non plus d'uniquement favoriser l'emploi si cela se fait au détriment de son autre mandat de l'inflation. D'accord. Donc, à mon sens, les baisses de taux vont se faire pour des raisons d'un ajustement de politique monétaire à court terme, mais à moyen long terme, voire plutôt à moyen terme en réalité, c'est beaucoup plus flou et je suis assez décalé par rapport au marché. D'accord. Bon, on vous écoute avec attention puisqu'il y avait votre scénario de divergence transatlantique en l'an dernier qui avait pas mal fonctionné. Ouais. Donc voilà, on vérifiera là aussi si c'est le cas. Jean-Luc Kriemel, là juste sur la Fed pour terminer cette séquence. Voilà, elle est dans un corner. Jérôme Powell, là, il subit les pressions ou il est convaincu de ce qu'il fait? Je pense qu'il est quand même convaincu de ce qu'il fait parce que sur l'inflation, c'est vrai qu'il a dit qu'il privilégie la croissance, et c'est toujours comme ça. Quand il y a un doute, on privilégie toujours les statistiques sur l'emploi et la croissance, mais ces statistiques elles-mêmes, on parlait tout à l'heure du limogeage, il y a le fait aussi qu'il y a une politique migratoire totalement différente et dont ça impacte aussi ces statistiques-là. Sur l'inflation, jusqu'à présent, on voit que finalement, quand on regarde, il pourrait y avoir un effet psychologique, mais si c'était juste un effet mécanique du pourcentage dans le PIB d'importation de biens extérieurs et de la transmission, les modèles diraient que ça ne pèse pas énormément sur l'inflation globale. Mais il peut y avoir un effet psychologique, c'est-à-dire que des entreprises qui ont des inputs qui n'ont rien à voir avec des achats extérieurs pourraient se dire on fait quand même passer des hausses de taux, vous voyez. Mais mécaniquement, théoriquement, et d'ailleurs on le voit, les chiffres d'inflation aujourd'hui sont plus sur les services finalement que sur les biens. Donc quelque chose qui n'a rien à voir encore avec les qui doit l'entrée. Donc nous on croit vraiment qu'on ne s'arrêtera pas à cette première baisse des taux. Ça paraît excessif aussi d'aller jusqu'à 3, mais qu'il peut y avoir 2 ou 3 baisses des taux dans l'année à venir, nous semble tout à fait c'est notre scénario. Ouais. Sauf à considérer que Donald Trump réussisse son coup et contrôle la Fed. Et là, on repart avec des taux à zéro. Là, c'est un monde qui change. Et après, ouais, on verra. Mais le marché douterait et ça pontifierait extrêmement la courbe, mais il n'y aurait aucun effet bénéfique pour l'économie. Donc c'est le sujet. Ça serait le truc complètement raté. Ouais. On passe à la microéconomie avec vous, Thierry Leclerc. On se penche sur le secteur du luxe, le secteur en forme du moment, alors qui a beaucoup baissé au cours des derniers 12-18 mois. Ça se reprend avec un bel été pour le luxe et ça se confirme puisqu'on voit que le luxe est à contre-tendance plutôt positive en cette rentrée compliquée. Oui, je vais prendre le cas spécifique de LVMH, comme ça servira. Oui, c'est notre chouchou. Exactement. Et puis je pense que première capitalisation. Voilà, et ça sert à bien représenter le luxe, je pense qu'ils sont présents partout, sur tous les métiers. Donc le titre a baissé de 43% depuis avril 2023, donc en un peu plus de 2 ans. Et les résultats, eux, donc attendus à 12 mois, donc on les fait à chaque fois sur les 12 prochains mois, ont baissé de 31%. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le titre LVMH a plus ou moins suivi la baisse donc des résultats qui étaient générés.
Pour donner un autre ordre de grandeur, on attendait à peu près 33 € de résultats par action pour LVMH cette année. Il y a un an, aujourd'hui, on est plutôt à 22 €. Donc, vous voyez, il y a quand même eu des coupes très significatives sur les résultats donc de ce leader donc le titre n'a pas baissé dans le vent. C'est ça mon message, c'est que quand on regarde dans le rétro, une bulle spéculative. Non, il y a pas. C'est vraiment que voilà. Les moteurs principaux, Chine, États-Unis, c'est ça qui sont tombés en panne quelque part. Ouais, alors surtout la Chine, puisque c'était quand même un moteur incroyable post-Covid, enfin déconfinement, etc. Donc c'est vrai que ça, pendant 2 ans, ça a tiré tout le secteur. Et là, c'est vrai qu'il y a plus des questions existentielles sur le luxe. Est-ce qu'on veut vraiment toujours son sac, ou est-ce qu'on est plus dans l'expérience? Donc ça serait plus des hôtels, etc., des moments. C'est une vraie question existentielle, et aujourd'hui, on n'a pas vraiment la réponse. Il faut être complètement existentielle à un certain niveau de revenu quand même. Oui, évidemment. Non, pour les acheteurs de ce type de produit, évidemment. Alors, ce qu'on veut savoir, c'est par rapport justement à ce titre. C'est vrai, il y a le VMH qui est fonds de portefeuille maintenant, comme il est dans toutes les gestions. C'est la première capitalisation. Il est dans bien sûr tous les ETF. C'est vrai qu'on se demande peut-être. Comme les moteurs ne se sont pas encore allumés, notamment en Chine, est-ce qu'il y a des perspectives qui sont en cours d'amélioration? Donc il y a une note aujourd'hui, c'est ce qui a fait rebondir d'une banque qui est pour le coup très réputée pour son expertise sur le secteur. Donc l'analyste est passé à l'achat sur LVMH et Kering et a dégradé par contre sur Hermès. Et donc en gros, ce qu'il dit, simplement, c'est que, alors c'est pas du tout pour dénaturer son propos, mais j'essaie de le résumer d'une phrase, c'est qu'en gros on arrive à la fin, au bout du tunnel. Voilà. Pour LVMH, en gros sur la Chine, il y a plus de perspectives que ça rebondisse, que ça continue de se dégrader. Et puis aux États-Unis, bon an mal an, le consommateur il n'a pas complètement disparu. Et on attend rien de spécial, mais ça va pas se dégrader plus. Voilà. Donc c'est ce qu'il dit. Moi, je suis un peu plus circonspect là-dessus. Je trouve que la valo, elle est pas encore vraiment folichonne, enfin hyper attractive. On est à 22 fois à peu près les résultats attendus sur les 12 prochains mois. En moyenne historique sur très long terme, on est plutôt autour de 20 fois. Donc on peut pas dire non plus. C'est pas encore bon marché. Ouais, ruez-vous dessus. C'est vraiment là, il y a une décote très très substantielle sur le titre. Et puis l'argument que oui, ça va arrêter de baisser, je sais pas. Voilà, moi aujourd'hui ça continue de baisser. Quand on regarde les révisions, c'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure, ça ne fait que baisser. Et là aujourd'hui j'ai regardé, ça a continué de baisser ces dernières semaines. Donc au niveau des prévisions. Au niveau des prévisions de résultats attendus. Donc vous aviez dit tout à l'heure, effectivement, en général, il n'y a pas de fumée sans feu. Quand donc baisse, c'est qu'il y a baisse, et quand il y a baisse, il y a baisse du titre. Là, c'est cohérent. Exactement. Donc on price peut-être un mieux. Voilà, la fin, de la baisse, ce qui est certainement probable. On a touché le fond de la piscine, tant mieux. Mais bon, après, le marché, il a besoin de rebond. Et donc, c'est pour ça aussi que j'ouvrais mon commentaire avec des questions un peu existentielles. Est-ce que finalement, l'achat des luxe, du luxe tel qu'il a été fait ces 10 ou 15 dernières années est toujours d'actualité? Ça, j'ai pas la réponse. Ouais. Donc, il faut quand même... Après, je pense qu'il y a un biais psychologique que personnellement je peux avoir. C'est vrai que c'est des marques prestigieuses, c'est des marques assez iconiques quand on fait on parle dans les vins, les champagnes, etc. C'est vrai qu'il y a un seul terroir comme ça peut pas être remplacé, ça peut même pas être copié, alors qu'on voit des copies des accessoires bien évidemment un petit peu partout. Donc on a envie de se dire que peut-être pas tout de suite, mais dans les années à venir, pour quelqu'un qui garderait finalement ces titres. Bon, je vais pas faire de recommandations, c'est pas mon boulot ici en tout cas, ouais. Mais simplement, moi, ce discours-là, je l'ai entendu très souvent, et quand même, LVMH, entre le plus haut et le plus bas, il a perdu 50%. Ouais, c'est pour ça. Donc, la valeur fonds de portefeuille qui bouge pas, et on est sûr, et nanani. D'où, par rapport au biais psychologique, ne pas tomber amoureux de ces titres. Voilà. Donc, la bourse, c'est aussi savoir, savoir investir au bon moment. Donc là, en gros, l'analyste, il dit, la baisse est derrière nous. Je pense que ça ne peut pas aller beaucoup plus bas. Donc, quelque part, à un moment, ça va rebondir. Moi, je dis, quelque part, ça va rebondir. Je ne sais pas quand ça sera. Donc, c'est peut-être pas le moment, avec une valo qui n'est pas complètement hyper attractive, c'est peut-être pas le moment de se ruer dessus pour ceux qui avaient réussi à sortir au bon moment. Autre secteur qui a, pour le coup, énormément rebondi toute cette année et qui subit justement en ce moment
le problème de cette rentrée politique compliquée, ce sont les banques, banques françaises en particulier, alors qui ont été touchées. Mais c'est vrai qu'après des parcours assez exceptionnels, notamment la banque en rouge et noir, la Société Générale, qui a cartonné, vous voulez nous parler des banques européennes plus largement? Oui, non, enfin simplement c'est ça, c'est pour dire que donc aussi quand on regarde dans le rétroviseur, le secteur a progressé de 150% en 3 ans. Ouais. On parle, et à juste titre, très souvent des 7 magnifiques. Bon, nous, on avait, alors bon, c'est pas tout à fait la même chose, faut pas, mais bon, on a quand même rajouté 1000 milliards de capitalisation sur le secteur bancaire en Europe depuis un peu moins de 3 ans, grosso modo. Donc c'est quand même significatif ce qui s'est passé sur le secteur. Les 3 raisons, c'est que les résultats ont progressé. Il y a eu des retours aux actionnaires qui ont été plus faciles, puisqu'en gros les banques avaient atteint les niveaux attendus de fonds propres, et puis un début de mouvement de consolidation. Donc on pense à Unicredit qui se positionne sur Commerzbank, etc. Donc voilà, donc sur un secteur qui a quand même qui a été très marqué au fer rouge pendant 10 ans, voire peut-être un peu plus. Depuis la grande crise. Depuis la grande crise. Ouais. Et là, peut-être on ne l'a pas en tête, mais donc on est revenu quand même sur les niveaux. On n'est pas revenu, mais en tout cas, on atteint des plus hauts depuis 2008 sur le secteur bancaire. Donc c'est quand même très significatif. Et juste pour donner un dernier élément, pour mettre les choses en perspective, sur la valorisation, on se paye aujourd'hui un tout petit peu moins d'1,2 fois les fonds propres. Et c'est aussi un plus haut depuis 2008. Donc voilà. Donc mon propos, c'est de dire il y a une très forte progression du secteur depuis 3 ans, à juste titre. Aujourd'hui, la valorisation, elle semble un petit peu plus riche, en tout cas moins attrayante. Et effectivement, quand on regarde, par exemple, là-bas, on en a parlé en début d'émission, la courbe des taux, c'est vraiment le nerf de la guerre pour les banques. Donc le différentiel entre le 10 ans et le 2 ans, qui était donc négatif encore il y a 1 an, il s'est repentifié, il est redevenu en territoire positif. Donc on a pris quand même 125 points de base, qui est vraiment très significatif pour le secteur bancaire. Et là, aujourd'hui, on voit que des deux côtés, ça se stabilise. Donc il y a peut-être moins d'éléments favorables pour le secteur bancaire. C'est ça mon propos. Mais un rebond c'est un peu le rebond invisible. On n'en parlait pas vraiment. C'est moins glamour effectivement de parler du secteur bancaire que des 7 magnifiques, mais ça a quand même bien d'avoir ce chiffre en tête, plus 150% en 3 ans. On a vu, je crois qu'il y a des progressions pratiquement de 80% cette année. Exactement. Sur les banques, en tout cas celles qu'on connaît ici. Et en bonne gestion, ça peut être intéressant de regarder, de se dire, voilà, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Peut-être aussi prendre une part de ces bénéfices. Il nous reste très peu de temps, messieurs. Réaction, alors peut-être pas sur les banques en particulier, mais c'est vrai que ça participe aussi de cette repentification, le fait qu'on soit sorti de cet écueil des taux zéro pour gagner un petit peu d'argent du côté des banques. Il y a 2 éléments. C'est vraiment les arbitrages, et ça c'est vraiment le rôle d'allocataire entre valeurs de croissance qui bénéficient de taux faibles et qui souffrent de la montée des taux, LVMH, et valeurs value qui aiment bien les taux. Donc là, et puis peut-être le deuxième élément plus circonstanciel, c'est que là, pendant quelques temps, le marché va privilégier plutôt les valeurs exportatrices et des valeurs moins domestiques. Et donc ça concourt aussi à ce qu'on se dise, tiens, un secteur qui peut se faire fiscaliser, etc., comme les banques ou comme des concessions, comme chose comme ça, on va un peu les délaisser pendant quelques semaines. Donc voilà, il y a un élément fondamental qui est lié au taux depuis quelques années. Et puis, il y a l'élément ponctuel aussi qui en rajoute, je pense. Florent ? Sur les banques, rien à dire en particulier, mais peut-être sur les marchés d'actions en Europe. Ce que l'on constate depuis le début de l'année, si l'on fait la décomposition de la performance totale des marchés, c'est qu'aux États-Unis, la performance des marchés d'actions a été guidée par la croissance des bénéfices, non pas par l'augmentation des multiples de valorisation parce qu'on était déjà très cher. Et à contrario, en Europe, ce sont les multiples de valorisation qui ont augmenté. Donc ça rejoint un peu ce qui vient d'être dit sur les banques. Parce que les banques, si je ne me trompe pas, je parle sous votre contrôle, c'est un des contributeurs majeurs de cette performance. En plus, avec le secteur de la défense aussi, me semble-t-il. Mais c'est intéressant de voir justement cette dichotomie. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a des croissances bénéficiaires très fortes qui guident la performance des marchés, en dollars, pas en euros. Et en Europe, on a plutôt une expansion des multiples, ce qui veut dire qu'effectivement... Plus d'argent est revenu sur les marchés. C'est simplement une sorte de sentiment en se disant que ça va mieux et surtout que c'était pas cher et qu'il fallait y aller. Et la question, c'est de savoir si la croissance bénéficiaire va se reporter sur l'Europe.
On en reparlera peut-être une prochaine fois. Exactement. En tout cas, voilà, les investisseurs finalement rationnels, ils sont allés là où ça se passait plutôt bien. En tout cas, un grand merci à nos 3 experts. Florent Wabon, merci, économiste chez Ecofi, Jean-Luc Friedman, Vega IS et Thierry Leclerc pour AlphaJet, Fair Investor. On passe tout de suite à notre dernière séquence. On va parler crypto dans Smart Bourse.